nous sommes samedi 16 mai. J'ai fini hier L'Art de la Victoire de Phil Knight, qui est donc qui est donc l'autobiographie du fondateur de Nike, qui au départ ne s'appelait pas Nike. C'était assez intéressant en fait de suivre Phil, surnommé Buck, qui fait beaucoup moins sérieux. Il parle en fait d'une idée folle. Donc son idée folle, c'était par rapport à la chaussure de running, parce qu'il faisait du jogging. Et qu'à l'époque, en fait, ceux qui couraient n'étaient pas vus comme des sportifs, c'était plutôt ridiculisé, etc. C'est une idée qu'il a eue quand il était à la fac. Il avait fait tout un devoir dessus, et un jour, il dit à son père que il veut faire le tour du monde, donc chose qu'il va faire, et notamment au Japon, où il va visiter des usines de chaussures, et c'est comme ça que son histoire va commencer. Il s'est mis à revendre des chaussures japonaises sous le nom de Blue Ribbon. Je ne sais pas si je prononce correctement le ribbon. C'est pour parler des rubans bleus qu'il a gagnés pendant ses courses. Donc il a acheté quelques paires, qu'il a revendus, il en a acheté d'autres, revendus, etc. Et en fait, tout est parti de là. Donc il a commencé dans le sous-sol de ses parents. Sa première paire a été achetée par sa mère. C'était sa première cliente, sa première fan, j'ai envie de dire, alors que son père n'y croyait pas du tout. Hein. Ton idée folle ne te mènera nulle part, blablabla, trouve-toi un vrai travail, blablabla, des choses comme ça. Et il va aussi faire appel à son entraîneur qui va prendre part à l'aventure, qui va créer aussi quoi? Qui va créer? Oui, d'une certaine manière, il va créer des chaussures parce qu'il va toujours vouloir améliorer, parce que en tant qu'entraîneur, en fait, il bricolait les chaussures pour que ses poulains, je vais appeler ça comme ça, aillent toujours plus vite, plus loin, etc. Est-ce que c'est vraiment possible de résumer cette histoire? Maintenant, tout le monde connaît Nike, mais c'est vrai que ça part de très très loin, de ses déboires avec l'usine de Japon, le fait qu'il avait des dettes pendant très 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 longtemps en fait, de se dire que Nike en fait vivait sur rien en termes d'argent, ça me rassure un peu par rapport à moi-même, hein, mais en fait l'argent qu'il gagnait était aussitôt réinvesti pour acheter d'autres chaussures. Il parle des personnes qu'il a employées, certaines qui sont restées jusqu'au bout. Une personne qui finalement est partie chez le concurrent Adidas. En fait, il explique qu'à la base, donc lui, il revendait des chaussures jusqu'à ce que Nike apparaisse avec des chaussures Nike et pas j'ai envie de dire de l'achat-revente. Même si l'usine qu'il avait pris au Japon prenait en compte les améliorations à faire. Mine de rien, il achetait ses chaussures et il les revendait. Voilà, c'était pas Nike, c'était Blue Ribbon. Voilà, c'était vraiment pour moi ce qu'on peut traduire par de l'achat-revente. Alors que Nike, ça a été vraiment la création des chaussures, la création ensuite des vêtements, etc. Mais ça, c'est arrivé en complément justement parce qu'il s'est rendu compte que Nike, Puma, qui étaient ses adversaires, qui étaient là avant lui, qui fonctionnaient bien avant lui, se sont mis à ne pas faire que des chaussures. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est de dire qu'il a eu des ratés, qu'il a pris en compte ces ratés pour faire évoluer la marque. On va suivre ses déboires avec cette usine. On va suivre quand il va aller dans d'autres pays pour visiter d'autres usines. Il parle aussi de la rencontre avec sa femme, qu'en parallèle, justement, à un moment quelconque, il s'est dit je gagne pas assez, je risque d'avoir des problèmes. Donc, il a cherché un autre travail. Alors, il a fait de la comptabilité, il a été prof de comptabilité à la fac, là où il a rencontré sa femme, et ça, il explique. Il parle un peu de ses enfants, mais vraiment très peu. Parce qu'a priori, c'est un de ses regrets de ne pas s'être occupé plus de ses enfants, parce qu'il s'occupait beaucoup de Blue Ribbon, puis de Nike, qu'il a beaucoup voyagé pour. Et un de ses fils est décédé lors d'une plongée. Voilà, il n'en parle pas plus que ça en fait. Sa femme est son âme sœur, celle qui le soutient, qui a toujours cru en lui, sa mère a toujours cru en lui. Et en fait, son père a commencé à être fier de lui quand il a vu que beaucoup de personnes portaient du Nike.
et notamment quand il l'a emmené en voyage et que dans d'autres pays, Nike était porté aussi. Voilà, c'est ça qui a fait que son père a commencé à croire en lui et à être fier de lui. Pour le coup, je trouve ça un petit peu triste. Qu'il ne croit pas au projet, ok, mais qu'il le soutienne, ça aurait été pas mal. Mais voilà, notamment aussi ses déboires avec le gouvernement quand on lui a demandé de payer 25 millions de taxes. Voilà, j'ai trouvé ça très intéressant, je trouve ça assez... Alors, le début était un petit peu long, parce qu'il nous raconte tout son voyage, là où il a été, ce qu'il a fait. Là, c'était un petit peu long pour moi, mais le livre fait quand même 621 pages. Donc c'est normal qu'il y ait quelques longueurs, mais c'est très intéressant de voir aussi comment il manageait ses équipes, ses différents collaborateurs, comment il faisait travailler, les conflits qu'il pouvait y avoir. Vraiment, c'était très intéressant de voir comment il est parti de rien pour arriver à une multinationale en fait. Voilà, donc je recommande quand même si c'est pas un roman, hein, mais je trouve ça très intéressant. Hello, on est mardi 19 mai, je suis toujours avec un col roulé et un gilet, hein. Mais il paraît qu'à partir de demain, il va faire très chaud. On dirait pas là comme ça tout de suite. Alors pour le coup, aujourd'hui, je vais parler du livre Faites décoller votre petite entreprise. 6 étapes pour donner des ailes à votre activité de Donald Miller. Je crois que j'ai vu cette référence dans une vidéo pour entrepreneurs. Ça se lit assez vite. Il y a des choses que j'ai déjà mis en place. Après, c'est beaucoup plus sur les petites entreprises que les micro-entreprises. Pour tout ce qui est réunion, bah, je fais pas des réunions avec moi-même, hein, voilà. Parce que quand tu dis réunion de dirigeants, réunion avec les employés, réunion de je sais plus quoi, bah, je fais, bah, j'ai pas d'équipe, donc je vais faire ma réunion avec moi-même, hein. Je réfléchis, hein, de moi-même avec moi-même, nous prenons nous faisons des réflexions, nous prenons des décisions, hein, moi-même avec moi-même. Mais voilà, après il y a des choses, oui, j'ai déjà mis en place. Du coup, je l'ai screené avec Claude, un copain de ChatGPT, pour me faire un résumé. Alors, j'ai lu le livre, hein, mais je lui ai demandé de me faire un résumé par rapport à mon entreprise. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Oh. Parce que Claude est mon ami de l'intelligence artificielle qui me sort de plein de choses et j'ai des conversations des fois très intéressantes avec. Et là, du coup, je lui ai dit, bah voilà, je suis en train de lire ce livre, est-ce que tu peux le résumer par rapport à mon entreprise, savoir ce qu'il faudrait que je mette en place par rapport notamment aux 6 étapes. Je ne sais plus ce qu'il m'a dit, mais il y a des choses qui sont déjà mises en place, d'autres effectivement où il faut que je réfléchisse. Après, pour tout ce qui est, à un moment, il parle de financier, c'est des choses auxquelles je pense. Donc, j'ai 2 comptes pro, en vrai, je voudrais en avoir qu'un. Mais pour l'instant, je n'ai pas réussi à faire le changement de compte sur WooCommerce pour tout ce qui est de mes cartes cadeaux, etc. Quand je vais dessus, je marque bien mon ancien compte, enfin, qui est toujours là, puisque du coup, je ne peux pas le changer. Ça, c'est l'aspirateur. Et je veux pour mettre... Alors, il te demande le numéro IBAN, etc. de l'ancien, c'est ce que je fais, je remplis tout, mais il veut pas. Donc, je suis obligée de garder mon ancien compte pro pour ça. Après, je fais des virements pour aller sur mon compte de maintenant, qui me servent à payer l'URSSAF, etc. Et qu'est-ce que je voulais dire? Pourquoi je parle de ça? Oui, donc il donne des astuces en disant d'avoir plusieurs comptes. Lui, il dit jusqu'à 5. Le compte où tu reçois tout, le compte, un compte d'investissement, un compte épargne, entre guillemets, où en fait tu gardes l'argent pour quand tu dois payer tout ce qui est impôts, etc. Un compte, je sais plus quoi, je sais plus où c'est. Bref, alors moi je vais peut-être pas en ouvrir 5, mais j'y pense à avoir un truc d'épargne sur. Moi je suis chez Bourse-Banque et il y a plusieurs options qui s'offrent. D'après ce que j'ai vu, par contre, il faudra que j'ai déjà 1000 euros. Ce qui veut dire que pendant quelques temps, bah, il faut que je garde l'argent sur le compte. Donc il faut que je vois comment je me paye, etc. Mais voilà, ça donne quand même pas mal d'astuces. Et ça compare l'entreprise à un avion avec les moteurs. Tel moteur, c'est tel... pas plan, mais par exemple, l'aile gauche ou le moteur gauche, j'en sais rien, je me rappelle plus comment il le dit parce que j'ai aucune mémoire par rapport à ça. Ça va être plus le côté marketing, tel côté de l'avion, ça va être le côté commercial, les finances, un tel endroit, etc. Donc c'était pas mal.
je le relirai pas parce que vraiment, c'est plus, voilà, c'est marqué derrière, c'est la valeur ajoutée des TPE et PME pour l'économie française. Essentiellement. C'est pas trop orienté micro-entreprise. Mais je trouvais ça pas mal et j'ai pris des notes, donc voilà. Et là, je lis Pachinko. Je retente Pachinko. C'est long. En parallèle, j'ai 50 nuances de Grey et je n'ai pas honte. Que je lis le soir. Je lis entre un et 2 chapitres le soir, parce que ça se lit assez vite. Et il n'y a que 26 chapitres, donc je me dis ça va pas mettre tant de temps que ça. Sachant que j'avais lu déjà la version Grey, la version de Christian Grey. Donc j'avais pas aimé plus que ça. Donc on en reparlera ultérieurement. Nous sommes jeudi 21 mai et hier j'ai lu Jonas. Du coup je me suis couchée un petit peu tard parce que il me restait pas beaucoup de pages à lire et du coup je me suis couchée, il était presque minuit pour un réveil à 5h20, donc ça a pété un petit peu ce matin. Alors, en fait dans ce livre on va suivre Louve, de son vrai prénom Marie. En fait Louve c'est son deuxième prénom mais elle a choisi de se rebeller un petit peu en s'appelant Marie, qui est au lycée en première ou en terminale. Et de son frère Jonas, d'où le titre, qui est en seconde dans le même lycée. Louve pense vivre une grande histoire d'amour avec un nouveau qui s'appelle William, qui est beau comme un dieu, qui plaît énormément aux filles, qui a beaucoup de succès, qui est déjà sorti avec une des filles du lycée, et qui décide ensuite de sortir avec Louve. Et Louve, elle est un petit peu prude, entre guillemets, hein, je mets vraiment des guillemets. En fait, elle a un petit peu peur, donc elle préfère y aller doucement. Lui, ça l'arrange. Et en fait, il va se passer quelque chose entre William et Louve qui fait que ça va bouleverser la vie de Jonas, de Louve, de William aussi, de leur vie, de leur famille et de leur lycée. Alors, en fait, cet événement-là va avoir des répercussions énormes. Je ne peux pas en dire beaucoup plus. Moi, j'ai trouvé ça mignon, entre guillemets. C'est pas vraiment le thème. Pourquoi je pense que mignon ne correspond pas vraiment à l'histoire. Parce que l'histoire, même si elle se veut simple, oui et non, c'est pas vraiment simple. Ça parle d'amour, oui, mais ça parle aussi d'homosexualité, d'homophobie surtout, et de ce qui peut se passer derrière, comme le coming out, mais aussi, alors j'ai appris ça, le outé, O-U-T-E pour le out, mais le fait que le coming out ne se fait pas par la personne, mais par une personne interposée. Donc on parle de ça, on parle du coup de la différence, de l'acceptation par les parents, des choses comme ça. Je mets aussi quand même un trigger parce qu'il y a une scène de suicide, une tentative de suicide plutôt, et que c'est pas noté. Je préfère le mettre parce que je pense que ça peut toucher certaines personnes. Moi, ça m'a touché, mais sans plus, quoi, pas plus que ça. Mais je veux dire, ma mère a fait des tentatives de suicide, donc j'aurais peut-être aimé avoir un petit trigger à l'avance. Mais c'est pas le truc principal. Le truc principal, c'est vraiment tout ce qui est l'homophobie et l'amour en général, avec Louve qui découvre ses premiers émois, etc. On suit aussi Arthur dans cette histoire, qui est un personnage secondaire, mais qui va avoir une importance pour Louve et de cette manière aussi pour Jonas, donc son frère. Je trouve ça... Oui, c'est mignon dans le sens où voilà, c'est des lycéens, mais voilà, ça aborde quand même une thématique assez importante. Et en fait, l'autrice, à la fin, le met... comme Jonas, je fais partie des gens qu'on aimait un jour et que le lendemain, on aimait quand même. Ça, c'est une phrase que Jonas a pris en pleine figure par sa mère. Je t'aime quand même, malgré que tu sois un monstre d'être homosexuel. Je t'aime quand même. Et en fait, il le dit dans l'histoire, c'est que le quand même est en trop. Il aurait aimé qu'on lui dise je t'aime, point. Pas je t'aime quand même malgré tout, malgré ce que tu es, je t'aime quand même. Voilà, je pense que c'est effectivement des mots un peu forts, même si c'est des mots qui sont d'une banalité importante quand même. Le quand même en soi, c'est assez banal. Mais pour le coup, dans la phrase je t'aime quand même, ça a toute son importance pour lui. Oui, donc je l'ai dit, l'autrice disait. Oui, bah voilà, elle disait ça. Donc elle parle de son homosexualité dans les remerciements. Je pense que c'est quand même à lire. Moi, c'est un livre de ma fille, hein, pour le coup. Je pense qu'on a été influencé par Steph de Piketty, parce qu'il me semble que c'est dans un de ses vlogs dont elle en parlait. C'est pas seulement, je suis même pas sûre que ce soit particulièrement pour ados ou jeunes adultes.
Je ne crois pas. J'en sais trop rien. J'avoue, quand j'achète un livre, je fais pas forcément attention à si c'est jeune adulte ou pas. Je me rappelle plus où elle l'a acheté non plus, donc je pourrais pas dire si c'était un rayon jeune adulte. Mais je pense que c'est quelque chose à mettre entre toutes les mains parce qu'on parle vraiment de. Le livre se passe au moment où il y avait toutes les manifs, la manif pour tous, la loi pour le mariage pour tous. Voilà. Et après, je peux pas en dévoiler plus non plus. Je pense que j'ai déjà trop dévoilé. Mais je pense qu'il est à lire un petit peu par tout le monde en fait. Voilà. Hey, coucou. Alors, on est dimanche 14 juin. J'étais en train de faire le montage du vlog lecture de mai. Il serait temps. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de livres dont je n'avais pas parlé. Voilà. Donc, on reprend. Donc, en mai, j'ai lu La promesse cachée de Lucinda Riley. Il me semblait pourtant l'avoir chroniqué, mais bref, c'est pas grave. Ou alors, je l'ai chroniqué sur avril. Je ne sais plus. J'étais en train de chercher du coup l'histoire. J'ai pas oublié, mais j'ai oublié le nom de certains personnages. C'est embêtant. Mais en bref, alors comme souvent avec Lucinda Riley, on est passé quand on est sur une histoire passé présent, on va dire ça. Alors là, tout se passe. Attends. Oh, j'ai trop de mémoire. J'essaie de ne pas me tromper parce que je viens juste de finir à Lucinda Riley, donc qui était plutôt un policier d'ailleurs. Ah zut. On suit David et on suit d'autres personnages. En fait, David, sa mère était chrétienne. Elle s'est mariée avec un juif polonais, si je me trompe pas, qui était peintre. Et donc elle décide d'aller vivre avec lui, d'abord à Paris, si je me souviens bien, et ensuite en Pologne. Va arriver la guerre. Donc on a tout ce qui est ghetto de Varsovie, etc. Et David a fait la promesse à sa mère de protéger sa petite sœur. J'essaie de trouver jusqu'où je peux aller pour pas dévoiler. Donc il a fait la promesse de toujours garder un œil sur elle, de la protéger, etc. Ses parents vont être déportés. Et ensuite, lui et sa petite sœur aussi. L'avantage qu'il a, c'est que lui est un musicien hors pair et que sa petite sœur est très douée en peinture et en dessin. C'est ce qui va les sauver justement dans le camp. Et on est ensuite au présent où on suit. Voilà, attends. J'essaie de remettre les choses dans le contexte vu que je l'ai lu il y a plus d'un mois. C'était mon premier livre de mai. J'en ai lu plusieurs entre temps. Et dans le présent, on suit quoi? Je ne sais plus. Mais on retrouve David, son fils, qui est un peu abandonné par son père, et on suit la tante. Voilà, donc on a ce contexte un petit peu du jeune qui est un petit peu esseulé, de ce qu'il va vivre, de ce qu'il va découvrir par rapport à sa tante, son père, sa mère aussi. Voilà, moi j'ai trouvé ça super intéressant. Après, c'est pas la lecture que j'ai retenue le plus, la preuve, hein. Je l'ai lu il y a un mois et j'ai du mal à remettre les morceaux ensemble. Mais j'ai peur de me tromper sur d'autres livres que j'ai lus en fait. Donc je pense que je vais m'arrêter là sur celui-là. Donc ensuite, c'était L'Art de la Victoire que vous avez avant, pour le coup. Et j'ai lu 50 nuances de Grey. Le 1, j'ai lu les 3 en fait. Je ne sais pas où il est. J'ai sorti le 2 et le 3 pour les mettre en vente. Et je ne retrouve pas le 1, mais bon, bref. J'ai vu les films avant de lire les livres. Du coup, mon imagination était assez pauvre parce que j'avais des images du livre. Et quand je lisais les livres, j'étais là, mais attends, en fait, il va se passer ça, mais ça se passe à quel moment dans le livre? C'était un peu, ouais, c'est le truc un petit peu traître, j'ai envie de dire, quand t'as vu les films avant de lire les livres. Euh, Effectivement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de scènes de sexe. C'est pas dérangeant plus que ça. Ce qui est, ce qui me posait question, c'est plus qu'est-ce qu'on en fait? Quelqu'un qui le lirait sans avoir aucune expérience, qu'est-ce qui se passerait? Est-ce que la personne trouverait ça normal? Mais en même temps, la question de la normalité des rapports qu'ils ont, elle est omniprésente tout le temps, même dans le troisième, hein. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé super important. La notion de consentement. Christian, malgré ses pratiques sexuelles particulières, demande toujours le consentement.
Il dit: «Si ça ne va pas, tu me le dis, on arrête». Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant parce que, c'est la notion du consentement, on a beau être en 2026, elle est encore assez floue pour certains. Donc là-dessus, c'était très intéressant. Après, c'est une histoire de contrat, de soumise, et cetera, voilà. Et ce qui est aussi intéressant pour moi, c'est que, on parle de pédocriminalité et mine de rien, c'est pas le sujet principal, on est d'accord, mais j'ai trouvé ça super important que ce soit abordé, la notion de quelqu'un qui a découvert sa sexualité, qui est particulière, hein, puisque, pour ceux qui n'auraient ni vu les films, ni lu les livres, heu, il a un rapport, de dominant. C'est les femmes avec qui il va avoir des relations sont des soumises. Il n'y a pas de rapport affectif amoureux. Et il les aime bien. Il les choisit, physiquement par rapport à certains critères dont je ne parlerai pas là. Hem, Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Bref, et en fait, ces pratiques-là qui continuent, il doit avoir 26 ans je crois dans le livre, hem, il les a découvertes avec une femme plus âgée, une femme qui était l'amie de sa mère. Voilà. Et c'est quand même assez, particulier cette relation qu'il y a entre eux, qu'il la considère à présent, à 26 ans, c'est juste une amie, non plus une relation ensemble. Mais voilà, son caractère aussi était forgé par cette femme-là qui était dominante, qui l'a instruit, par rapport à toutes ses pratiques. Et ça, c'est quand même dans les 3 on en parle. C'est un sujet qui touche beaucoup, Anastasia, du coup. Oui, parce que j'ai pas dit, j'ai même pas raconté l'histoire, je parlais de ce sujet. Et voilà, ça la touche beaucoup, ça l'inquiète. Et elle le dit, c'est une pédocriminelle, c'est une criminelle. Elle le dit à plusieurs reprises. Et je trouve ça important en fait que ce soit dit. Donc la notion de consentement revient beaucoup. Euh, on y parle aussi d'adoption, on y parle de drogue, on parle de l'enfance, du traitement de l'enfance, de la maltraitance de l'enfant. Donc en fait, c'est pas si léger que ça comme livre quand on passe au-dessus de la sexualité. Mais même ça, c'est pas le sujet principal, ça te permet d'aborder d'autres thèmes. Donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Après, est-ce qu'il y avait de quoi faire 3 livres? Parce qu'il y a des... Je sais pas. En fait, il y en a 4 parce qu'il y a aussi la version de Christian que j'avais lu avant. Parce que comme j'avais vu les films, je me suis dit, je vais rester là. Pour faire court par rapport à l'histoire, on va suivre Anastasia Steele, étudiante en littérature, qui... Je disais donc qu'on va suivre donc Anastasia Steele, qui est étudiante en littérature, qui va aller interviewer Christian Grey, millionnaire, entrepreneur millionnaire, à la place de sa copine qui est malade, qui est étudiante en journalisme. Toute l'histoire commence de là. Après, histoire d'amour, tout ça, tout ça. Je vais pas en raconter plus, parce que je pense que c'est suffisamment connu, 50 nuances de Grey. Donc Jonas, j'en ai déjà parlé. Ensuite, j'ai lu le deuxième, 50 nuances plus sombres. J'ai lu un livre de ma fille, c'était The Bucket List Heart Prayers 1 de Alice Desmerveilles. Alors c'est court d'avance, une jeune fille qui déteste le meilleur ami de son frère, qui jouent tous les deux dans l'équipe de foot américain. Attirance sexuelle, physique, etc. Ils vont finir ensemble. Voilà. C'est pas compliqué, on le sait dès le début. Hein. Après, il va y avoir l'histoire, comment si, il y a tout des préjugés par rapport au physique, la fille qui est super mignonne, qui serait donc un petit peu superficielle, etc. Et le quarterback un petit peu idiot. Voilà. Donc ça tourne autour de ça, de leur attirance, de leur vie. Voilà. J'ai bien aimé, ça se lit vite. Il y a une suite, je ne sais pas si je lirai. En fait, les suites, c'est par rapport à d'autres personnages. Voilà. Ensuite, j'ai lu Akash-Kash de M.J. Arledge. Alors du coup, ça, c'est lu complètement dans le désordre. Ah non, ça c'est en juin, donc je n'en parlerai pas. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres pour moi. Voilà. Du coup, vous aurez cette vidéo assez tard, aujourd'hui, dimanche 14 juin. Désolée. Alors, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez déjà lu et si vous avez des références à me passer aussi. Bonne lecture.